Je voyais un dixième de cet œil jusqu'à l'âge de 11 ans et je l'ai perdu à l'âge de 11 ans. Et il y a un vieux monsieur qui voit l'inquiétude de ma mère, de qu'est-ce que mon fils il va pouvoir devenir sur cette terre. Et il la regarde et il lui dit, ne t'inquiète pas, ça va devenir quelqu'un de très grand et il fera de très grandes choses sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui idéalisent l'humanitaire et qui pensent que tu vas rentrer dans une association, tu vas devenir bénévole et tu vas partir en voyage. Moi je suis rentré en 2009, mon premier voyage humanitaire c'est en 2013. J'étais assis sur le canapé avec un pote, on faisait pas mal d'argent à cette époque-là dans l'informatique. Et il y a un moment, en fait il y a cette question de se dire, mais est-ce qu'on a été juste créé juste pour gagner de l'argent, consommer, partir en vacances, etc. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une envie folle de me dire, faut que je sois utile. Nous, on avait une devise à l'époque, c'est life. On a comme vocation vouée à disparaître quand même. Ça veut dire que normalement, on ne devrait pas exister. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Face aux stagiaires. Merci beaucoup pour vos retours, pour la force que vous me donnez au fil des épisodes. Je me retrouve pour un épisode très particulier parce que je suis très heureux de recevoir Tarek El Kaoudi, alias Tarek & Co, cofondateur de ONG Life. Comment tu vas ? Ça va, merci et toi Mathias ? Ça va super. Merci pour l'invitation. Merci à toi, franchement ça me touche, on en parlait juste avant, je viens de me lancer, donc c'est assez compliqué de recevoir des personnes de ton envergure entre guillemets, parce que voilà, t'es beaucoup pris, etc. Donc merci beaucoup pour le temps que tu accordes à cet épisode et au partage que tu vas nous donner, donc merci infiniment. On est là en tout cas pour te donner de la force. Moi, j'aurais aimé qu'on me donne la force quand j'ai commencé. Ça a été le cas. Donc, c'est aussi ma manière à moi de roi de l'ascenseur à la vie, à ce que la vie nous a donné en tout cas. J'ai hâte de débuter cette discussion avec toi parce que là, je t'ai introduit comme le président de l'ONG Life, mais tu as fait d'autres choses avant et on va revenir sur tes débuts, sur ton enfance. Quel type d'enfant t'étais ? Alors, moi, je suis un enfant à l'origine handicapé. Ça veut dire que j'ai une déficience visuelle. De 10%. Et je vois un dixième de cet œil. Ouais. Je voyais un dixième de cet œil jusqu'à l'âge de 11 ans et je l'ai perdu à l'âge de 11 ans. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais enfant, donc on m'a diagnostiqué une cataracte congénitale à l'âge de 8 mois. Donc je me suis retrouvé avec des lunettes à cet âge-là. Imagine le désarroi des parents en 1977 où je me retrouve avec pas de cristallin dans les yeux et avec une vue réduite. Et toute l'inquiétude des parents, l'école, qu'est-ce que mon fils va pouvoir devenir sur cette terre, est-ce qu'il sera un jour autonome, etc. Et j'ai grandi, moi, un petit peu avec à la fois ce souci des parents et en même temps cette envie de dépassement, en fait. Ça veut dire que malgré ce qu'ils avaient dans leurs yeux et malgré ce qu'ils avaient dans leur regard où ils étaient tristes et ils étaient très inquiets pour moi, ça m'a donné de la force. Ça a été un moteur. Et malgré la pitié, malgré les moqueries, malgré les gens qui m'ont dit « tu pourras pas réussir, tu pourras pas faire ceci, tu pourras pas faire cela », à l'école, on m'a dit « impossible, tu pourras pas faire d'informatique ». Mais comment tu te sentais, déjà tout jeune, parce que là on avance côté de l'informatique, mais le fait de se sentir différent, est-ce que ça te touchait ou est-ce que tu passais outre et En fait, ce qui était impressionnant, c'est que quand je le regarde avec du recul, c'est qu'en fait, ça a forgé ma personnalité. C'est-à-dire que j'étais un enfant différent de par cet handicap, cette déficience visuelle, mais en même temps, en fait, ça m'a donné des forces et ça m'a donné des aptitudes supplémentaires. Et comme j'étais pas un enfant comme les autres, et comme je ne pouvais pas faire toutes les activités comme tous les enfants, forcément, des fois, je restais souvent avec les adultes. Et en fait, rester souvent avec les adultes, en fait, au bout d'un moment, tu récupères un petit peu de leurs discussions, de leurs analyses, de la maturité. Et en fait, j'ai très, très, très rapidement grandi en maturité. Et surtout, j'ai beaucoup passé de temps avec des adultes que des enfants. Et ça a permis en fait, de forger aussi une espèce de... tu sais, un peu cette expérience empirique que tu acquiers juste en étant à côté de gens qui parlent de choses qui ne sont pas des choses des enfants, en fait. Il y a aussi une anecdote qui a donné, je pense, beaucoup d'espoir à ta maman et peut-être une force aussi inconsciemment dans ton mindset, dans ta manière de voir la vie. C'est au Maroc, c'est une anecdote que tu racontes souvent, c'est un vieux monsieur. Ouais, est-ce que tu peux nous parler de... Franchement, t'as fait tes devoirs. Non, t'as fait tes devoirs. Ouais, vraiment, c'est... Ma mère, elle me raconte souvent cette histoire. Et je pense qu'elle, au départ, elle y croyait pas trop. Mais qu'en me la racontant, finalement, c'est ça, tu vois l'univers, comment il est
comment c'est génial. Comment Dieu, en fait, vient t'envoyer des messages à ma maman qui est inquiète. J'ai 2-3 ans, je suis à côté d'elle, j'ai des grosses lunettes, la binocle, mais vraiment des lunettes horribles, tu vois, très très moches. Et je suis en train de jouer à côté d'elle, et il y a un vieux monsieur qui voit l'inquiétude de ma mère, qui voit son regard d'inquiétude de l'avenir, de qu'est-ce que mon fils il va pouvoir devenir sur cette terre. Et il la regarde et il lui dit, ne t'inquiète pas, ça va devenir quelqu'un de très grand, et il fera de très grandes choses sur cette terre. Incroyable. Et cette histoire, ma mère me l'a racontée. Elle l'a racontée peut-être à 4 ans, à 6 ans, à 8 ans. Et elle me la raconte souvent, tu vois. Et aujourd'hui, bah, il y a eu plusieurs étapes. Mais aujourd'hui, quand elle la raconte, elle est fière parce qu'elle se dit, en fait, ce que Dieu est venu lui transmettre comme message à ce moment-là, avec ce vieux monsieur, ce vieux sage, bah, finalement, ça s'est matérialisé et aujourd'hui, elle est fière de moi, tu vois. Et au fur et à mesure des années, quel type d'élève t'étais Est-ce que t'aimais les études Non, pas du t'es un tout. bon élève En fait, moi, alors, j'aimais l'école parce que je suis un animal social. Ça veut dire que social, moi j'aime beaucoup l'interaction avec les gens, rigoler, bavarder, discuter, la cour de récréation, etc. Donc l'école pour moi c'était ça en fait. C'était un lieu de rencontre, comme un espèce de centre de loisirs, etc. Donc c'était pénible parce que j'étais pas un bon élève. J'ai toujours été moyen parce que je me contentais du minimum, parce que j'avais envie de jouer. Et puis l'école n'était pas adaptée. Moi j'avais un handicap, même si j'avais un soutien particulier. Mais quand même, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, l'école n'est pas adaptée à tous les enfants, en fait. Et que souvent, quand tu as une particularité, soit handicap, soit TDAH ou autre, eh bien, en fait, l'école n'est pas adaptée à toi. Et c'est vrai que je m'ennuyais à l'école, sauf avec les professeurs qui, eux, savaient rendre leur matière et leur discipline incroyable. Et j'ai comme ça quelques professeurs qui m'ont marqué à vie. Est-ce qu'il y a un prof, est-ce que tu peux partager une petite anecdote d'un prof qui t'a marqué, justement Bah, franchement, j'ai un prof, tu sais quoi, j'ai un prof d'histoire, monsieur Chevreux, à Angers, parce que j'ai fait mes études à Angers, et j'étais passionné d'histoire. Et bah, comme j'étais passionné d'histoire, et comme lui était très, très affûté sur l'histoire, mais pas l'histoire conventionnelle. L'histoire conventionnelle est un peu avec les coulisses, un peu avec, Ok. on dirait même, avec un petit peu de complotisme à l'époque. Ok. Et je me rappelle que quand bah, les cours se déroulaient, et des fois, il me prenait à témoin. Ça veut dire qu'il dit, Tarek, bon, il dit, aujourd'hui, vous vous rappelez de Pearl Harbor, etc., etc. N'est-ce pas, Tarek, Pearl Harbor, tu peux nous en dire quelques mots? Et puis je dis, oui, bah, Pearl Harbor, on sait très bien que les Américains ont laissé cette base se faire attaquer volontairement pour provoquer la guerre avec les Japon, etc., mais qu'ils étaient au courant. Et en fait, il y avait cette connivence avec ce professeur. Et en fait, peut-être que c'est ça que je recherchais à l'école, c'est avoir ce lien un peu échange. particulier, un échange, et de la connivence et du partage et un espèce de ping-pong en fait, et pas juste d'être dans une classe et un prof qui fait son cours magistral, tu viens, tu notes, tu prends tes notes et tu repars. Et au lycée, t'as choisi quelle filière? Moi j'ai pris économique et social Ok. parce que j'étais mauvais en orthographe, Ok. en lettres, et j'étais pas très bon en maths. J'étais quelqu'un de très logique, très intuitif, etc. Mais j'étais pas bon en maths. Donc, bac S, c'était mort. Alors que pourtant, j'aurais voulu faire bac S, j'aurais voulu avoir ça à mon palmarès. Mais j'ai décroché mon bac ES. Et d'ailleurs, le lycée, c'est les plus belles années, c'est mes plus belles années en tout cas. Je leur disais encore hier, si je pouvais retourner ne serait-ce qu'une semaine au lycée, ça serait remonter dans le temps et tout, c'était formidable. T'as réalisé des stages au lycée ou c'était en général et J'ai dû faire quelques stages, mais rapidement comme ça. J'avais découverte? été visiter une station de radio à Angers. J'avais de la famille qui avait des commerces, donc bah, j'aimais bien ce côté un peu entrepreneurial et aller me confronter à comment ça se passe dans un magasin, dans une échoppe, etc., etc. Et je suis venu très tardivement à l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose que j'ai porté en moi depuis, je pense, ma tendre enfance. Parce que tes parents, enfin, ou ton père, ou Même dans pas. la famille, C'est non? vraiment juste. Je pense que c'est un peu je pense que c'est plutôt un tempérament. J'ai découvert par le temps, bah, en fait, j'étais très visionnaire, que je ressentais les choses et que souvent, bah, Starbucks, par exemple, moi, j'ai eu l'idée dans les années 90. Ah ouais.
Aujourd'hui, il y a le Paradis du Fruit à Paris, qui est une enseigne, bon, qui est un peu qui est Ouais. qu'une enseigne, voilà, on peut boire des jus de fruits, etc., etc. Moi, en 1993, j'avais déjà l'idée du Paradis du Fruit. Ça n'existait pas encore en France. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, tu vois les Est-ce idées que t'étais se pas un peu... réaliser. Ouais, mais est-ce que t'étais pas un peu dégoûté de te dire, purée, j'avais cette idée Non, et... parce que Non. tu sais quoi? Et ben justement, je pense, que c'est une de mes qualités, c'est de voir toujours le verre à moitié plein. Et à chaque fois que je voyais une idée se réaliser, je dis, en fait, j'avais raison. Et ça me conforte, plutôt que d'avoir de la haine ou de dire putain, pourquoi je l'ai pas fait, etc. Et je me disais, ah ouais, en fait, je suis sur la bonne voie. Et un jour, il y a un gars avec qui j'ai fait une formation qui s'appelle Joël Guyon, qui s'appelle Découvrir son excellence. Et lui m'a dit, maintenant, la prochaine idée que tu vas aller la confronter et tu vas aller la réaliser. Et il m'a dit, ça va être le déblocage pour pouvoir mettre le pied dans l'entrepreneuriat. Et il a eu raison, parce que en bas de chez mes parents, il y avait une boulangerie quand on a grandi, qui a été détruite et qui a jamais été réinstallée dans le plan d'urbanisme. Cette boulangerie manquait cruellement au quartier. Moi, quand je venais chez mes parents, quand tu peux pas acheter de pain, t'es obligé d'aller à 1 kilomètre à la ronde trouver une boulangerie. J'ai cherché des locaux commerciaux, j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, en fait, s'il n'y a pas de locaux commerciaux, on va les créer. Donc j'ai trouvé la place centrale dans le quartier, qui était à côté d'un collège. J'ai imaginé un kiosque boulangerie un peu comme un pôle ou un brioche doré ou un truc comme ça. Et j'ai imaginé ce modèle-là au cœur du quartier. Et Incroyable. je l'ai construit avec mes frères. On est passé par un architecte. Ça, rassure-moi, c'était pas au lycée. Non, c'était pas au lycée. Non, Ok. non, c'était pas au En lycée. vrai, on va y Mais- revenir. Ouais, Mais dis-moi. clairement, ça aurait pu être au lycée. Oui. Parce que j'ai des anecdotes comme ça au lycée que j'ai fait, que je pourrais te raconter. Mais j'avais déjà cette Cette envie d'emmener les gens avec moi au travers d'un projet, etc. Et on a créé cette boulangerie, kiosque, au cœur du quartier, à Aulnay-sous-Bois, et qui existe encore aujourd'hui. Et ça m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a lancé mes petits frères dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, je me suis retiré. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'est en 2017. En 2017. C'est en 2017. Et ça a été, écoute, le premier projet entrepreneurial qui m'a permis de m'expatrier au Maroc. Incroyable. Et, là, on va y revenir, Tarek. Là, le podcast, il va durer 5 minutes. Là, plus sérieusement, en 98, parce que là, on revient vraiment dans le passé, tu décroches ton bac. Je décroche mon bac. Et certains des médecins chez qui tu allais, ou même des professeurs, disaient que l'informatique, c'était impossible pour toi. Comment tu passes outre ces critiques et que tu te dis, bon, j'ai envie d'aller faire un BTS développement logiciel? Le challenge. En fait, j'ai retenu ce que me disaient les médecins. Tu pourras pas faire d'informatique, qu'à cela ne tienne. Moi, je ferai de l'informatique. Et je m'inscris en BTS. J'ai réussi mon BTS haut la main. Dans certaines matières, j'obtiens même les meilleures notes de la classe, en programmation, etc., etc. Alors que je suis pas un fan d'informatique. Je suis pas un passionné, je suis un geek, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup aux choses, je suis un hacker, donc je comprends très rapidement les processus, etc. D'ailleurs, l'anecdote, pour motiver mon entrée dans l'école, dans le BTS, à l'entretien, je leur dis, ils me disent, ouais, votre passion en informatique, je dis, moi je suis un passionné, etc., etc. Je suis un fan d'informatique et tout. Et d'ailleurs, au lycée, pour me faciliter la tâche, en fait, je prenais ma calculatrice TI-81 et j'avais plein de programmes que j'avais installés dessus, etc., etc. En fait, moi j'ai fait ça parce que c'était pour me faciliter la tâche pendant les examens. Et j'ai appris à développer comme ça, en fait. Mais ça m'a permis également, tu sais, d'avoir de la ressource et de défendre ta candidature quand tu veux rentrer dans une école, tu vois. Et ça passait crème. Et donc, j'ai obtenu ce BTS et je m'étais inscrit en école d'ingénieur à Angers. Et je fais un salon peut-être une semaine avant les résultats de mon BTS à Paris, à La Défense. Je revenais de vacances parce que c'était les vacances. J'étais bronzé. J'avais un costard blanc que j'avais acheté au mariage de ma sœur peut-être quelques semaines avant. C'était quoi comme salon? C'était le salon CNIT, c'était au CNIT de La Défense. C'était en 2000. Je me souviens plus du nom, mais c'était au CNIT de La Défense. Et je me rappelle, j'ai été sapé comme jamais. Mais tu sais quoi? C'est si on devait revenir au livre de marketing, etc., en fait, c'est la vache pourpre, en fait. Et je fais le salon, nonchalant, bronzé, limite sorti d'un film de mafioso, tu vois.
parce que c'était un peu les références cinématographiques qu'on avait à l'époque, et ben tu vas rigoler. Mais habillé comme ça, avec le bagou que j'avais et avec la détermination que j'avais, j'ai passé plusieurs entretiens sur Salon et j'ai été pris sur trois entreprises qui m'ont proposé un contrat. Et bah, en fait, j'ai signé dans une entreprise, j'ai passé d'autres entretiens, j'ai signé dans une entreprise qui a été la première entreprise dans laquelle j'ai commencé en 2000. Et l'anecdote, tu vas rigoler. Donc, ils m'appellent, ils me disent c'est bon, vous pouvez venir signer votre contrat et tout. Donc, entre parenthèses, je mets entre parenthèses l'école d'ingé. Ouais, de côté. Je me dis, je mets l'école d'ingé de côté, c'est bon, je vais aller sur le marché du travail. Je fais une année, si ça marche pas, je reviendrai à l'école d'ingé. Donc, ils m'appellent pour venir signer le contrat. J'arrive. Au moment où je vais signer, et je m'arrête, je dis, je suis désolé, j'ai oublié de vous dire un truc. Ils me disent, ah bon, quoi? Tu sais, un peu inquiet et tout. Je leur dis, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, je suis déficient visuel, je vois 1/10 ici et je vois 0 ici. Et ils me regardent, ils font, ok, d'accord, mais en quoi ça va? Enfin, il y a besoin de trucs particuliers, est-ce que ça va te déranger dans tes missions? Je dis non, j'ai juste besoin, écoute bien, on est en 2000, et aujourd'hui on est en 2026. Ouais. Je dis, j'ai juste besoin d'un écran 17 pouces. Aujourd'hui, moi, j'ai un 27 pouces à la maison. J'ai juste besoin d'un écran de 17 pouces pour travailler. Il me dit, ah, c'est que ça? Je dis, ah, c'est que ça. Il me fait, c'est bon, signe en bas. Oh, super. Et j'ai signé. Et j'ai commencé ma première mission en tant que développeur. Comment se passaient tes débuts? Comme d'habitude, animal social. Ça veut dire que j'arrive dans une équipe. En plus, moi, j'ai un BTS. Donc, j'arrive dans une équipe où je suis un technicien analyste programmeur. Je suis analyste programmeur. Ça consiste en donc quoi? Je fais du développement, mais l'analyste programmeur, c'est vraiment le bas de l'échelle du développeur sur le contrat et sur le salaire. Je commence à l'époque c'était 9 000 francs, je crois, c'était même pas 1 500 €, tu vois. Mais c'était un des BTS les mieux payés de l'époque. Et ça aussi, je l'avais analysé. Anticipation. Et donc je suis intégré dans une équipe d'ingénieurs, c'est que des ingés. Et moi, je me démonte pas en fait. J'apprends à leur côté. J'apprends et très rapidement, au bout de 3 ans, je passe et j'obtiens le statut d'ingénieur. Sans école. Et le salaire d'ingénieur, sans école d'ingénieur. Et c'est là où tu te dis, il y a un moment, tu as des capacités, tu as peut-être une vue réduite, mais tu as le flair, tu as l'intuition, et qui te dit non, vas-y. C'est un raccourci en fait. Et j'ai eu raison parce qu'en fait, ça a été un glitch, comme on dirait à l'époque, tu vois. Et grâce à ça, je suis devenu ingénieur. Et puis après, ingénieur, directeur de projet. Mais surtout quand on est jeune, on a envie de bien faire les choses. Et des fois, ça peut susciter certaines jalousies. Se dire, mais qu'est-ce qu'il a, ce petit jeune, il arrive, il est en mode... il veut tout croquer. Est-ce que toi, t'as été confronté à ça ou pas du tout? Mais pour être vraiment honnête avec toi, et ça se passe encore aujourd'hui, ça veut dire qu'avec 80%, 90% des gens, ça se passe très très bien parce que j'ai un capital sympathique. Très positif. Je suis quelqu'un d'authentique, de vrai. Et en effet, il y a 10% des personnes qui voient en moi une menace, qui me jalousent, qui ne comprennent pas ce que je fais là, qui pour eux, soit je suis un escroc, soit je suis quelqu'un qui a usurpé une place, etc. etc. Et ça m'a posé quelques petits problèmes. Parce qu'après, tu reviens au syndrome de l'imposteur, tu reviens au est-ce que c'est ma place, est-ce que vraiment je suis capable, est-ce que j'ai vraiment les épaules pour, etc. Et en fait, Dieu, il est là, il t'envoie toujours des gens à tes côtés, des alliés pour te prouver, des mentors, des gens qui te disent t'es capable, tu peux y arriver. Et moi, j'ai jamais lâché le steak. J'ai jamais lâché le steak, comme on dit. Et j'ai toujours été de l'avant. Et il y a beaucoup de gens dans le milieu de l'entreprise, moi je l'ai vu, il y a des gens qui montent au détriment d'autres personnes. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai jamais écrasé quelqu'un pour monter. Jamais. Et ça, tu le retrouves dans le quotidien, en fait. Et tu le retrouves, et en fait, ça te met une baraka, ça te met une bénédiction dans ton travail, etc. Alors, pas sans laisser quelques plumes, etc., etc. Et à chaque fois que je subissais une injustice, je me remettais toujours à ce que je faisais. Si j'avais fait quelque chose de mal, je me dis, cette injustice, je la mérite. Et j'en paierai les pots cassés, et c'est le karma, et etc., etc. Pendant tes débuts, est-ce qu'il y a une personne qui t'a accompagné déjà à ce moment-là? Est-ce que tu avais un mentor ou... Très jeune,
j'avais des oncles et des cousins qui étaient dans l'entrepreneuriat et qui ont été des modèles pour moi, des modèles de réussite. Ça veut dire que moi, quand j'étais adolescent, je les voyais réussir professionnellement, entrer dans une boutique et s'acheter des vêtements sans se poser. Ouais. Moi, je viens d'une famille modeste. Je viens d'une famille modeste où mon père, j'ai retrouvé des fiches de paye à lui, 3 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs. On parle de 500, 600, 700 euros, le SMIC de l'époque. Mon père, à la fin de sa carrière, il était à 1 500 euros. Wow. Ma mère, elle était au SMIC. Elle faisait les ménages et tout. Elle gagnait le SMIC. 1200, à l'époque, c'était peut-être 1200 euros, tu vois. Et donc, on a grandi dans une famille modeste où c'était pas facile. On a connu le bonheur, parce que le bonheur, c'est pas simplement l'argent, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des moyens, c'était compliqué. Les parents se sont déchirés, mais c'était quand même compliqué. Et quand je voyais mes cousins et mes oncles qui s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat réussir et voir un autre modèle, voir un autre schéma, voir une autre issue, ça motive, ça te donne envie d'y aller. Et surtout, je te disais avec l'authenticité, c'est que moi, j'étais content pour eux, en fait. J'étais content pour eux et ça a été des modèles. Donc, c'était pas de la jalousie ou de dire, ouais, ils gagnent de l'argent, pourquoi ils partagent pas, pourquoi... Non, c'est motivant, c'est inspirant, en fait. Et ça m'a toujours inspiré. Et c'est pour ça que je pense que très jeune, en fait, j'ai eu des mentors. Et très jeune, je pense que, en réalité, le mentor, c'est quelqu'un qui apparaît dans ta vie, mais c'est pas quelqu'un qui vient, qui te prend la main et qui te dit, je vais t'emmener vers la porte des étoiles. Un mentor, c'est vraiment une rencontre où on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est en symbiose, en fait. C'est-à-dire que à la fois, le mentor, il a besoin d'accompagner des gens, il a besoin d'inspirer des gens, il a besoin de donner des conseils, pas besoin, mais en fait, il a cette mission, voilà. De transmettre. De transmettre. Et toi, t'es apte à accepter cette transmission, quoi qu'il en coûte. Et donc, tes premières années dans le monde du travail se passent plutôt bien. Ensuite, en tant qu'ingénieur, comment se passent ces années aussi Incroyable. Imagine que je passe de on va dire les chiffres, hein. On n'a pas peur, on a grandi à l'anglo-saxonne, on n'a pas grandi à la française, on n'a pas peur de parler chiffres. Moi, j'ai commencé à 9 000 francs, 1500, moins de 1500 euros. Quand j'ai fini ma carrière d'ingénieur, ou plutôt très rapidement, au bout de 4-5 années, j'étais déjà à 4 5 000, 6 000. En sortant de l'informatique, j'étais pratiquement à 6 000 7 000 euros par mois. C'est ce qui était limite même, pour moi, hein, je me disais, ça y est, je veux pas plus. Je suis bien avec ça. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu as envie tout ce que tu imaginais pouvoir t'acheter un jour, te payer, etc., tu peux le faire. Voyager, t'acheter une voiture, faire des aumônes, aider des gens, etc., tu peux le faire, sans limite. Et pourtant, je suis pas millionnaire, hein, mais sûr. Cette somme, moi, je suis reconnaissant. Je me dis, avoir aujourd'hui quelqu'un qui gagne aujourd'hui 3 4 000 euros, 5 000 euros, on fait partie des 20% de la population qui gagnent au-dessus de 2 000 euros, en fait. Il faut s'en rendre compte. Il faut se dire qu'on a c'est pas que de la chance, mais il faut être reconnaissant. Comme tu le disais, t'étais pas millionnaire, mais tu gagnais assez bien ta vie, très bien ta vie, avec une situation confortable et tout. Sans parler de millions, des fois, rien que le fait de gagner 5 000 à 10 000 euros par mois, ça peut te faire un peu perdre la tête, parce que c'est une épreuve, entre guillemets, parce que c'est un prêt qui t'est donné. Et qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ? Est-ce que t'as pas déjà eu peur de changer ta manière de voir les choses, justement parce que tu as cet argent-là, parce que c'est assez... Non, parce que malgré qu'on n'ait pas eu d'éducation financière, proprement dit, comme d'autres milieux sociaux on peut avoir ou ont eu, je pense que j'ai eu des exemples dans ma famille. J'ai vu des gens gagner de l'argent, faire des banqueroutes et recommencer à zéro, etc. J'ai vu des gens dépenser de l'argent à outrance, sans se poser la question, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Et j'ai mes parents qui m'ont toujours appris à dépenser avec mesure. C'est-à-dire, il faut se faire plaisir. Bon, c'était un peu dans l'extrême. Mon père me disait, non, il faut tout mettre de côté. Mais je comprenais. Et ça veut dire, mets un peu de côté et profite un peu. Et en fait, très rapidement, quand j'ai gagné suffisamment d'argent, j'ai augmenté mon niveau de vie sur pas mal de choses. Mais je suis toujours resté à la limite de pas dépasser l'indécence. En gros, dans ma tête, j'ai toujours anticipé en me disant, un jour, ça peut s'arrêter. Et si ça s'arrête, la descente, elle peut être fatale. Tu peux te déchanter très, très rapidement. Donc, même si j'avais un logement plus confortable, dans un quartier beaucoup plus safe, etc.,
mais j'ai pas eu la folie des grandeurs. Donc ça veut dire, je me suis dit, si à un moment ça peut s'arrêter, restons humbles et restons. Ça veut pas qu'il faut rester Bien sûr. dans un HLM et dans une cité, etc., etc. C'est pas ça. Mais par contre, voilà, ne brûle pas tes ailes et épargne. Et j'ai eu raison parce qu'en final, cet argent, que j'ai gagné, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué et j'ai bien fait parce qu'en fait, très rapidement, cette capacité d'adaptation à réduire la voilure et à traverser ces zones de turbulence. Et moi, j'aime bien dire traverser parce que quand tu traverses, en fait, les choses, tu peux rien faire. C'est-à-dire que tu n'as pas de pouvoir sur la difficulté qui arrive, il faut la traverser et ensuite remonter la pente petit à petit. Ouais, c'est une période à À traverser. traverser. Et entre le moment où tu décroches ton BTS en 2002 et il y a une rencontre qui t'a marqué et qui t'a lancé dans le monde de l'associatif en 2009, tu étais à la recherche de sens à ce moment-là, en 2009, et comment s'est fait cette rencontre C'est et exactement t'étais dans ça. quel... C'est exactement ça. En fait, en 2008, tu vois la pyramide de Maslow? Ouais. Voilà, pyramide de Maslow. les besoins? J'ai atteint, j'ai pratiquement passé tous les steps. Besoin d'appartenance, nanani, nanana. Et à un moment, la dernière étape, c'est quoi? C'est l'accomplissement de soi. Et cet accomplissement de soi, c'est un moment, j'étais assis sur le canapé avec un pote, on discute, et on faisait pas mal d'argent à cette époque-là dans l'informatique. Et je lui dis, ouais, je suis réveillé des fois en pleine nuit, nanani, nanana, etc., pour des astreintes, pour ceci, pour cela. Et il y a un moment, en fait, il y a cette question de se dire, mais est-ce qu'on a été juste créé juste pour gagner de l'argent, consommer, partir en vacances, etc. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une envie folle de me dire, il faut que je sois utile, il faut que je laisse une trace, il faut que je fasse ma part, en tout cas, sur cette terre. Et à ce moment-là, j'ai fait une invocation. Et elle a été exaucée quelques mois plus tard, où j'ai rencontré Steve Abdelkarim, qui était en train de créer Life à ce moment-là. Tu l'as rencontré dans quel... En fait, on était dans un centre où on apprenait la religion, Ok. qui s'appelait le CERCI à l'époque. Et c'était un peu, moi j'aime bien le dire, c'était le CP des musulmans. C'est un peu de langue arabe, un peu de Coran, un peu de comportement, de morale islamique, etc. Très bon enfant, très dans le partage avec les autres, avec beaucoup de fraternité, etc. Ce que je recherchais à l'époque. Et Steve, je le rencontre là-bas, et je vois que ce mec-là, il est particulier, tu vois, et je me colle à lui. Comme je fais d'habitude dans le monde du travail, à chaque fois, je trouve un mentor ou quelqu'un et je le colle. Et il avait une épicerie solidaire à ce moment-là à Saint-Denis, rue de la Boulangerie. Et au départ, je suis donateur. Et puis après, il me dit, viens t'impliquer avec nous. Je commence à m'impliquer un peu plus. Après, il me dit, quand tu auras un peu plus de temps, dis-moi. Je dis un peu plus de temps. Et là, il me dit, on va créer Life. On va agir à l'international. Et je veux que tu développes le département eau et assainissement. Donc, tout ce qui est forage en Afrique. Il y a un gap au début entre... Mais là, c'est quoi? Quand il dit ça, Steve, c'est l'ambition. Ouais, c'est là, l'ambition. c'est l'ambition, c'est la vision qui te présente. Mais à ce moment-là, il n'y a pas rien encore. Il y a un puits qui a été réalisé au Togo, mais c'est tout. Et il me dit, tu vas t'occuper du département pour développer, etc. Ça veut dire que je te donne la responsabilité où tu vas prendre un département. Toi qui viens du milieu corporate, parce que tu as les outils, tu as les techniques, tu sais utiliser des tableurs, tu sais faire des... moi, j'étais directeur de projet, donc tu sais gérer des budgets sur des millions, etc., etc. Et il te dit, on va le développer ensemble, mais c'est toi qui vas avoir l'administration de ce département. Donc au début, vous étiez combien? On était 10 personnes. Que des bénévoles. Et donc le Life, parce qu'au début c'était une association, c'est pas une ONG. Ah oui, non, voilà, c'est une association de quartier. Au début, vous faisiez quoi? Vous faisiez des maraudes? Vous avez commencé par ça ou directement... Non, au début, c'était des maraudes. C'était distribuer des colis alimentaires. On bossait avec la banque alimentaire à Saint-Denis. On recevait 1,5 tonne de nourriture tous les 15 jours. Et on faisait des paniers repas pour les familles nécessiteuses. Et le rêve, c'était de construire un puits en Afrique, donc on en a fait un. Et c'est là où il me confie, on va avoir une grande ambition, on va faire un gros projet qui s'appelle Projet 99, avec, on va construire des puits, on va construire des écoles, etc., etc. Et on va avoir une belle communication. Et en fait, tout commence à partir de là. Donc on démarre de zéro. C'est Apple. C'est Apple dans son garage, où il y a une idée, t'as un fou qui réunit des amis. Steve, c'est ça. Hein. C'est le parallèle est beau avec Steve Jobs, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Life. On est des bénévoles.
on se réunit tous les samedis dans le local et la semaine, on bosse à distance, en visio. C'était les débuts de Zoom, etc. Donc on fait des réunions à distance, téléphoniques également. Et c'est comme ça que Life s'amorce. Première année, donc on est en 2009. Donc on fait peut-être 50 000 € la première année. Wow. Mais juste pour comprendre, Steve, il était à 100% dans l'associatif à ce moment-là ou... Steve, à ce moment-là, lui venait de passer un step lui aussi dans sa vie professionnelle. Il avait quitté un petit peu toutes ses activités. Il a été chef cuistot, il a été militaire, il a été etc. Donc il quitte ce monde-là et il veut se dédier à l'humanitaire. Lui aussi avait besoin de Ouais. sens. Il a été bénévole au Secours islamique comme pas mal de gens. On est tous des enfants du Secours islamique, tu vois. Moi, je le dis haut et fort, j'ai été donateur, j'ai été acteur au Secours islamique à l'époque, et ça nous a... on a tous une expérience soit au Secours islamique, soit à la Croix-Rouge, soit au Secours populaire, etc. Et ça nous a nourris, en fait. Ça veut dire que nous, qui venions du milieu corporate, qui venions de milieux modestes, etc., on a grandi avec cette fibre où il y a un moment, tu vas mettre la patte pour pouvoir toi aussi œuvrer. Et en fait, finalement, plutôt que d'intégrer des associations, des ONG qui existaient déjà, on s'est dit, mais en fait, on va créer un nouveau modèle, en fait. On va créer un modèle qui nous ressemble. Et on est à l'époque, en 2009, à l'avènement de Facebook, de Twitter, de Instagram, etc. Et en fait, je pense, c'est the timing qui est important. C'est parce que créer une association, à ce moment-là, en fait, on avait le vent dans le dos. On apporte une nouvelle ère sur le paysage des associations. Il y a plein de gens comme nous qui aujourd'hui gagnent mieux leur vie que nos parents. Donc, ils vont pouvoir avoir ils vont pouvoir donner un peu plus à l'humanité en termes d'argent. Et nous, on a su capter ça à ce moment-là, avec une nouvelle offre, avec une communication très à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire anglo-saxonne. Avec une communication très un peu Walt Disney au départ, Okay. Storytelling, avec on amène des donateurs sur le terrain, avec des photos, des infographies, une communication très travaillée, où on sort de l'humanitaire à la papa, classique, avec plus bipostage, appel téléphonique. Et là, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Internet. Et c'est comme ça qu'on va commencer à communiquer. Et finalement, ça va être exponentiel. Parce que ce que tu touches sur Internet, et grâce à Internet, en fait, ça va beaucoup plus vite que si tu devais refaire tout le travail que les anciennes ONG elles ont fait pour arriver là où elles en sont. Parce qu'à ce moment-là, et jusqu'à, je pense, 2017, je pense que tu avais encore ton job d'ingénieur. Moi, j'ai gardé mon job jusqu'à 2017. Tu avais ton job d'ingénieur et tu as continué jusqu'en 2017. Comment s'est passée déjà cette évolution de 2009 jusqu'à 2017? Et lorsque tu me parlais... lors de ta première année, enfin lors de votre première année, vous avez pu récolter 50 000 €. Comment ça se passe? Vous allez chercher des fonds où Au départ, ton réseau, tes amis, après les réseaux sociaux, et puis après quelques articles. On a eu un article sur Alkens qui nous a propulsés. On a eu des gens qui étaient dans la finance en Angleterre ou à La Réunion, etc., qui ont cru en ce projet et qui nous ont aidés aussi à le designer. C'est-à-dire qu'on a réussi à trouver aussi du mécénat de compétences à ce moment-là pour pouvoir justement créer quelque chose, pas une coquille vide en fait, créer un truc vraiment structuré et qui soit visionnaire. C'est-à-dire qu'on a anticipé un petit peu on va dire un peu le développement de l'ONG, parce que Steve, quand il me fait confiance, moi, Rabat, Naïm, Keita, Diana, Karima, etc., en fait, chacun d'entre nous, il voit quelque chose en nous. Il voit notre parcours professionnel, il voit ce qu'on fait dans le milieu corporate, et il dit, ces gens-là, ils vont pouvoir apporter leur expérience de tant d'années qu'ils ont dans le milieu corporate, ils vont pouvoir l'apporter à Life, sans forcément redémarrer tout à zéro, etc. Donc nous, on va arriver avec nos méthodes de travail. Compte rendu de réunion, peut-être des logiciels de chef de projet, etc. Et c'est comme ça que Life est designé dès le départ, association de quartier, mais déjà avec de fortes ambitions, avec un peu un local à la Apple, avec une grande table comme on a ici, où quand on vient en réunion, on travaille dans de bonnes conditions. D'ailleurs, on comparait notre local à un Apple Store. Okay. Pourquoi? Très épuré, ouais. table en bois,
salle lumineuse, et il fallait un endroit agréable dans lequel on puisse se retrouver le week-end pour faire avancer tous ces projets. L'environnement, c'est important. C'est super important. Et c'est quelque chose dont je parle rarement, mais l'environnement, moi, si j'ai duré dans l'informatique, dans le milieu de l'ingénierie, etc., c'est que j'ai toujours réussi à créer des ambiances très bon enfant, très un peu BTS, très un peu cool. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu peux pas te lever le matin, aller travailler dans des conditions où t'es pas safe, tu te sens pas bien, t'as la boule au ventre. Moi, j'ai besoin que ça rigole, j'ai besoin que ça plaisante, j'ai besoin il y a de l'échange, j'ai besoin de l'entraide. On doit s'aider pour faire avancer les choses. On dit toujours, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et on va même très loin, des fois. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a réussi à créer chez Life, ce cocon un peu safe place, où on a pu, en fait, déplacer des montagnes, en fait. Donc, du coup, comment s'est passé l'évolution au fur et à mesure des années En 2014, on était déjà peut-être à 300-400 000 euros. Et à ce moment-là, si tu prends le schéma d'une entreprise ou d'une start-up, tu arrives à un moment à un plafond de verre dans ce que tu peux faire, donner, etc. Nous, on n'est que des bénévoles à ce moment-là, en 2014. Life n'est composé que de bénévoles. Et à ce moment-là, on s'est réunis, on a fait un workshop. Donc encore, tu vois, qui fait des workshops dans des associations à l'époque, tu vois. Et, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un workshop ? Workshop, c'est un moment, on se réunit, on brainstorm sur un peu ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On voit un peu quelles sont les perspectives, quelles sont nos limites, quelles sont les perspectives financières, qu'est-ce qu'on peut donner en plus et comment on peut trouver une solution à un problème qu'on rencontre à ce moment-là. Donc le thème du workshop, c'était qu'est-ce qu'on fait de Life maintenant ? Est-ce que on continue ou est-ce qu'on arrête ? Et c'est très binaire. Quelqu'un pourrait dire pourquoi vous voulez arrêter ? Pourquoi vous voulez continuer ? Non, c'est parce qu'en fait, tu arrives à un plafond de verre. On arrive au maximum de ce qu'on peut donner en tant que bénévole. On peut pas faire plus. Et en même temps, si on stagne, forcément, ça va dépérir, etc. Donc forcément, il y aura en tout cas, il fallait se poser cette question-là. Et à ce moment-là, pendant toute une journée, on travaille dessus et on prend la décision, on se dit, on continue. Mais ça a un prix. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir professionnaliser l'ONG. Au-delà des process, au-delà des outils qu'on avait, etc. Ça veut dire qu'il va falloir commencer à s'entourer de gens et peut-être avoir nos premiers salariés, etc. Et ça a commencé là. Donc, première stagiaire en alternance, premier CDD, premier prestataire pour nous aider à faire développer l'ONG en termes de fundraising, en termes d'outils. C'est l'arrivée, on achète un CRM, on investit un peu dans une infrastructure IT à distance. On a notre premier bureau en 2016. En 2016, on a notre premier bureau à Saint-Denis, rue de l'Esprit. Et ce choix-là qu'on a fait en 2014, ce workshop, il nous donne raison. Parce que très rapidement, on arrive à 700 000, 800 000, 1 million d'euros. Et en 2017, tu décides de quitter ton job pour te consacrer à 100% à cette activité. Alors, pas du tout. En 2017, moi, je quitte Alors, tu as en partie raison. Ouais. Parce que je quitte le milieu du corporate et de l'entreprise. Je me lance dans l'entrepreneuriat avec mes frères. Je deviens consultant en marketing, communication et en closer. Et ça permet d'avoir des revenus. Je m'expatrie au Maroc. Et en même temps, ça me permet d'avoir plus de temps à consacrer à Life en tant que bénévole. Et je vais rester dans ce statut jusqu'en 2022, jusqu'à que je devienne président. Ça veut dire que de 2017 à 2022, en fait, je suis encore bénévole chez Life. Et j'ai des activités, je suis closer, j'aide des entrepreneurs qui sont sur le web, je les accompagne, etc. etc. Et puis, il y avait la boulangerie avec mes frères qui me permettait aussi d'avoir des... En 2017, on revient... Exactement, c'est ce qui me permet de partir. Mais tu as raison aussi, c'est qu'en 2017 aussi, ça me dégage beaucoup plus de temps. Et là, on a besoin encore plus de moi et d'autres personnes chez Life qui sont bénévoles pour continuer dans le board à faire grandir l'ONG. Et là, on a de plus en plus de salariés, on a de plus en plus de prestataires. Les revenus, on arrive à 3 millions d'euros.
Et à ce moment-là, en fait, ça y est, tu peux plus arrêter la machine, en fait. La croissance, elle est là. Et on continue à grandir auprès des donateurs. On commence à avoir de plus en plus de donateurs, de plus en plus de grosses campagnes dans le milieu de l'ONG. Et franchement, c'était un kiff. En réalité, ma première expérience entrepreneuriale, en vérité, elle débute en 2009. C'est-à-dire que j'en avais pas conscience. Mais en fait, c'est là que débute la vraie expérience entrepreneuriale de Tarek. C'est en entrant chez Life, en étant aux côtés de Steve. Et finalement, au début, je pensais que j'étais juste un maillon de la chaîne, tu vois. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que non, en fait. J'ai participé à la création de Life, à son développement, à son expansion, à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et en fait, on l'a réfléchi en réalité, on l'a réfléchi en tant qu'entrepreneur. Et le modèle économique, on l'a fait évoluer comme ça, tu vois. Là, on a parlé de manière technique et c'est important de parler chiffres, de parler logistique. Mais quand a été ton premier voyage humanitaire parce que tu as mis en avant tes compétences dans le bien de cette association et de cette ONG ensuite. Mais sur le terrain, comment ça s'est passé? Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui idéalisent l'humanitaire et qui pensent que tu vas rentrer dans une association, tu vas devenir bénévole et tu vas partir en voyage. Moi, je suis rentré en 2009. J'ai fait partie des fondateurs de l'ONG Life. C'est-à-dire que très rapidement, j'étais à un haut niveau dans les responsabilités au sein de Life. Mon premier voyage humanitaire, c'est en 2013. C'est en 2013. Donc c'est pour petit message à tous les gens qui sont un peu pressés de partir sur le terrain et qui nous contactent parce qu'ils veulent aller sur le terrain, etc. Faire de l'humanitaire, ça se prépare. Ça se prépare et je dirais même ça se mérite. Il faut que tu bouges, il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu agisses, il faut que tu donnes à l'ONG avant de pouvoir partir sur le terrain. Et moi, en 2013, mon premier voyage, c'est le Togo. Je pars au Togo et je rencontre les partenaires, je vois les premiers puits qu'on a réalisés, je rencontre les familles, je vois la difficulté dans les villages de parcourir tant de kilomètres pour aller chercher de l'eau, etc. Je vois les problèmes d'éducation avec les enfants dans les villages. Et franchement, c'est une claque. C'est une claque parce que à ce moment-là, en fait, j'étais convaincu, je savais ce que je faisais, et je le gérais à distance, et je voyais les photos et les vidéos, et je discutais avec les partenaires pratiquement tous les jours, etc. Mais quand tu le vois par tes propres yeux, et que tu traverses ces villages, et que tu vois la difficulté que ces gens-là, ils ont, et que tu vois quand même, malgré tout ça, ils sont heureux. Ils ont le sourire. Et à travers ça, est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a marqué durant ce voyage? Alors, je dirais pas ce voyage, parce que immédiatement, là, ce qui m'est revenu, c'est le voyage d'après. On a eu, en 2012, un matin, on était en réunion, un samedi matin en réunion, et on reçoit un message de notre partenaire au Cameroun qui nous dit « Je suis désolé, je vous ai pas donné de nouvelles de ma part depuis 3-4 jours. J'ai pas pu répondre à votre email parce qu'on était très occupés. On a eu dans un village un décès. On a une maman qui est partie avec sa fille qui s'appelait Mounira. Ils sont partis à un marigot, c'est une espèce de marécage comme une rivière. Et ils sont partis casser des noix à la rivière. C'est un travail manuel pour aller casser des noix, etc. Et la fille se noie. Et pour tenter de la récupérer, la maman, qui est enceinte, elle aussi part à son secours. Et se noie également. Et c'était chaud parce que on est là, le mec il est en train de s'excuser, qui nous a pas répondu par mail plus rapidement, mais il nous raconte une histoire qui est révoltante en fait. Et que tu te dis, mais comment ça, aujourd'hui, on est en 2012 et t'as des gens qui meurent noyés parce que justement ils n'ont pas de puits dans leur village et ils sont obligés d'aller à des kilomètres dans des marais. Et à ce moment-là, je pense qu'on a tous été bouleversés. On a tous été... ça nous a marqué, je pense, ça a été peut-être aussi des fois, il faut des épreuves. C'est pas qu'il faut, mais ça a été une épreuve, je pense, un peu fondatrice aussi de la force qu'on devait avoir par la suite pour continuer, en fait, ce combat. Et de le continuer encore aujourd'hui. Et paix à cette maman, paix à Mounira, cette adolescente, et son père. J'ai rencontré son père, mais
son père mais d'une digne, tu peux pas savoir. Le gars, le monsieur nous reçoit dans le village en costume cravate, parce que c'est un fonctionnaire dans les alentours. Et il nous raconte la scène, mais d'une manière digne et sans lâcher aucune larme, mais avec toute la tristesse qu'il y a derrière. Et c'est marquant, en fait, de voir que malgré la... Normalement, t'es révolté. T'as perdu ta fille, t'as perdu ta femme, t'as perdu le bébé qui avait... Et t'es révolté, t'es en colère. Et lui dit, elles ont été rappelées à Dieu. Wow. Mais il faut plus que jamais qu'il y ait quelque chose comme ça qui se produise. Et ça, je t'avoue, c'est aussi ça l'humanitaire. C'est de confronter réellement aux problématiques du terrain avec des histoires tragiques et c'est pour ça qu'on agit aujourd'hui. C'est pour ça que on a cette responsabilité d'entendre qu'à l'autre bout de la planète, il y a des difficultés. On ne peut pas régler tous les problèmes. On ne peut pas s'occuper de tous les pays. On ne peut pas s'occuper de tout le dysfonctionnement qu'il y a sur cette planète. Mais en tout cas, on fait notre part. Parce que là, vous agissez dans plus de 25 pays. Nous, on agit dans plus de 25 pays. Mais en tout cas, on essaye de faire notre part. Et l'eau, ça a été la chose qui a permis, en tout cas le forage, c'est quelque chose qui a permis à Life de naître. Aujourd'hui, on en fait encore. Mais on fait beaucoup plus de choses aujourd'hui. On fait de la sécurité alimentaire, on travaille dans des camps de réfugiés, que ce soit au Liban. Là, moi, il y a quelques semaines, j'étais en Syrie parce que les réfugiés syriens sont retournés dans leur pays et maintenant, ils vont devoir reconstruire leur pays. On est présent à Gaza avec ce qui se passe là-bas actuellement. J'ai une pensée aussi pour les Libanais. Moi, les Libanais, il y a quelques semaines, ils ont bombardé. La guerre a commencé le 28. Moi, le 24, je quittais Beyrouth. Et je voyais ces mouvements de troupes, on voyait ces mouvements de troupes dans Beyrouth, on voyait les ambassades évacuer leurs ressortissants, etc. Et aujourd'hui, je suis triste parce que je vois Beyrouth dans un état où c'est la guerre, en fait. Et les gens les gens avec qui je travaille là-bas, aujourd'hui, ils font partie de ma famille, tu vois. C'est des gens avec qui je discute et qui me donnent des nouvelles. Ça va, mais ils sont sur le terrain. C'est vrai qu'ils sont sur le terrain parce qu'aujourd'hui, tu as pratiquement 1 million de personnes qui ont dû quitter le sud du Liban. J'étais à Beyrouth, donc là où ça a bombardé. J'étais à Saïda, là-bas où ça a bombardé, la Beka également. Et c'est aussi ça l'humanitaire. Ça veut dire qu'aussi on a fait ce choix d'être encore plus aujourd'hui avec les scènes de crise mondiale qu'il y a. À la fois il y a cet espoir on vient leur apporter l'aide. On vient leur apporter ce dont ils ont besoin, mais en même temps, c'est des histoires tragiques, c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, et on est obligé de continuer. Et dans quelle mesure vous pouvez ou non agir dans des zones de guerre, pour votre sécurité avant tout? Par exemple, Gaza, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer sur Gaza, c'est impossible. Mais par contre, depuis 2015-2016, on a des équipes là-bas avec qui on travaille. On a des partenaires locaux avec qui on a pu se lier il y a de ça plus de 10 ans, et avec lesquels on travaille encore aujourd'hui. Et ça veut dire que quand il y a eu les événements du 7 octobre, nous, on avait déjà des équipes là-bas sur place. Donc très rapidement, en fait, on a pu commencer. On était déjà actifs, donc on a pu encore plus amplifier nos actions sur place. On a fait rentrer des camions par la frontière égyptienne. Et puis après, quand c'est fermé, on achète en local. Mais pour te répondre et revenir à la question, comment on fait pour intervenir dans des pays qui sont en guerre, en difficulté, etc. On a des partenaires locaux là-bas sur place sur qui on se repose. Et également, on a des partenaires ici français, des sociétés qui nous permettent de nous couvrir et de nous prêter assistance si un jour on était censé se retrouver dans un pays où c'est chaud et ils nous permettent de nous exfiltrer ou nous permettent de traverser les frontières, etc. etc. Et c'est en étant confronté à ces populations que tu te dis, mais leur capacité de résilience, c'est une claque. Moi, j'ai une amie là qui est au Liban, elle était en échange dans mon master et tout, et ils continuent leur vie, mais normalement, quoi. Alors que, je trouve ça fou, et même, ils ont développé un état d'esprit où, limite, c'est normal, quoi. Ouais, c'est normal. C'est la résilience. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire que, et en réalité, je pense que c'est le je sais pas si c'est le mindset, mais c'est l'attitude que n'importe quelle personne devrait avoir face aux épreuves. Ça veut dire que tu as une épreuve qui arrive, oui, elle est douloureuse, oui, elle est difficile, mais t'inquiète, après les nuages, après
la grisaille, le soleil. Ça veut dire que il y a toujours il y a un espoir en fait. Dans la résilience, il y a à la fois l'espoir et la résignation. C'est que de toute façon, ce qui m'arrive là tout de suite, j'ai pas le pouvoir de le changer. Donc, tant bien que mal, je le traverse. C'est là où je reviens au mot de tout à l'heure, traverser. Et c'est là où il faut traverser en fait. Il faut pas être envahi par des vagues de révolte et des vagues de haine, etc. Il faut le traverser. C'est-à-dire, c'est comme ça, et on va essayer de faire les choses pour que ça se reproduise pas. Ou même si ça se reproduit. Le Liban, c'est pas la première fois. Le Liban, ça a commencé dans les années 80. Le Liban, il s'est pas reconstruit d'une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 fois. Et pourtant, il y a cette capacité de résilience où la vie continue, où les gens continuent à sortir, continuent à vivre leur vie, à travailler, etc. Et c'est pas la fin, tu vois. Et ça, je pense, c'est une belle. C'est à la fois. Ça peut sembler triste, mais je pense aussi la résilience, c'est une force, en fait. En 2022, du coup, tu deviens président de cette ONG. C'est quoi une journée type dans la tête d'un président d'une ONG? C'est 10 000, c'est 10 000 choses, 10 000 idées, 10 000 rendez-vous, 10 000. J'exagère, mais c'est beaucoup de flux d'informations. Tu as la responsabilité de gérer. Aujourd'hui, il y a 30 personnes qui sont au quotidien chez Life. Nous, on a fait le choix d'être en télétravail depuis 2017. Donc, on n'a pas de locaux. On fait des économies là-dessus. Tout le monde travaille à distance. J'ai des gens en France, j'ai des gens à Paris, j'ai des gens au Portugal, j'ai des gens au Maroc, j'ai des gens au Sénégal. Il y a des gens un petit peu partout dans le monde. D'ailleurs, ça facilite le recrutement. C'est que il n'y a pas forcément besoin d'habiter en France pour bosser chez Life et apporter sa pierre à l'édifice. Mais une journée type, c'est à la fois se tenir au courant de l'actualité tout le temps. Parce qu'on est dans notre mandat, on est aussi présent sur les zones de crise, de guerre et tout ce qui est séisme, tremblement de terre, catastrophes naturelles, etc. Donc on a un ensemble de pays dans lequel on est déjà présent, sur lequel on est tout le temps en vigilance. Mais j'ai mes équipes qui me remontent les infos instantanément dès qu'il y a des choses. C'est à la fois gérer le run avec ma directrice exécutive, avec Brahim, le trésorier de l'ONG, etc. Et puis également, c'est participer à la fois à des réunions stratégiques pour discuter un petit peu des opérations qu'on va faire dans la semaine, dans le mois, de discuter des prochaines opérations sur l'année, de voir qu'est-ce qui a fonctionné correctement, qu'est-ce qui n'a pas correctement fonctionné, comment il faut le corriger. C'est des problématiques. On devait monter une mission dans un pays, mais là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a la saison des pluies. Qu'est-ce qu'on fait? Toute la journée, en fait, tu as des flux d'informations et des prises de décision que tu dois, dans lesquelles, tant mieux, j'ai des équipes qui sont très, très autonomes, où des fois, ils prennent leurs décisions seuls et j'ai pas besoin d'interagir. Mais quand même, ça veut dire qu'on reste en alerte parce que tu dois savoir ce qui se passe dans ton ONG à tout moment. Et puis, on doit être sur le qui-vive. Et moi, je prête souvent à disposition aussi pour, s'il y a besoin de partir en urgence dans un pays ou quelque chose comme ça, je me mets en disponibilité pour à la fois soit faire de la communication, pour justement appeler aux dons, présenter la situation. Je me qualifie souvent comme reporter humanitaire. Je suis un passionné de radio, de médias. Quand j'étais petit, je m'amusais à faire le reporter de guerre ou autre avec un magnétophone et tout. Et aujourd'hui, je le fais un peu indirectement, un peu en douce chez Life, où je suis un peu un reporter humanitaire. Et à travers tous ces flux d'informations, toutes ces prises de décision, parce qu'une ONG, c'est pas qu'on peut la qualifier d'entreprise, mais voilà, il y a une carrément, structure. Il y a un bilan, il y a une structure. Chaque année, là par exemple, depuis janvier, là on est sur le bilan. Avant juin, on doit finaliser notre rapport annuel, notre bilan par notre commissaire, par notre comptable. Ensuite, ça doit être validé par le commissaire aux comptes. Là, il y a l'association, mais il y a le conseil d'administration que tu dois animer également. Mais à travers tout ça, comment tu fais pour... parce que tu pars en 2009 avec une intention qui est celle d'aider les gens, etc. Comment tu fais à travers tout ce flux d'informations, ces prises de décision, ne pas perdre cette intention de vouloir faire du bien aux gens, etc. Parce que des fois, on peut se perdre dans ce genre d'aventure. Il faut souvent renouveler son intention. Ça, c'est la première des choses. Et ne jamais perdre. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes. C'est, malgré quand ce soit des chiffres, de la communication, de la collecte,
des problématiques qu'on peut avoir administratives, ceci, cela, n'oubliez pas que si on est là aujourd'hui, les premières personnes à qui on a des comptes à rendre, c'est nos donateurs et c'est les gens sur le terrain, ces familles pour lesquelles on œuvre au quotidien. Parce que c'est ça notre travail au quotidien. Quand même on peut être dans un bureau, on peut être sur des tableurs, des fichiers Excel, faire des documents, des rapports, des narratifs, tout ce que tu veux. N'oublie pas que derrière, c'est de l'humain. Et ça, moi, je le rappelle à mes équipes. Pourquoi ? Parce que ça permet de me le rappeler à moi-même aussi. Et de garder la tête sur les épaules et de ne pas se perdre dans... je suis allergique à tout ce qui est fonctionnaire, etc. Donc, quand tu viens chez Life, il faut que tu sois animé par la cause. Derrière, c'est de l'humain, en fait. On gère de l'humain derrière. C'est pas juste des chiffres et juste des ambitions. Non, c'est de l'humain. Nous, on avait une devise à l'époque, c'est Life. On a comme vocation vouée à disparaître quand même. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas exister. Malheureusement, force est de constater que les crises, elles ne font que de s'amplifier, que de grossir, surtout avec l'actualité encore aujourd'hui, etc. On n'est pas prêt de disparaître en fait. On n'est pas prêt de disparaître. Mais pourtant, on aimerait un jour raccrocher, dire ça y est, on n'a plus besoin ni de Life, ni des Restos du Cœur, ni de la Croix-Rouge, ni des Médecins du Monde, ni de etc. Tu vois. Est-ce qu'il y a un moment, un visage, une anecdote qui te reste en tête jusqu'à aujourd'hui ? J'ai cette petite fille qui a 12 ans et on la visite parce qu'elle est dans un refuge d'enfants à Dhaka, au Bangladesh. Et j'essaie de lui parler, décrocher un sourire et tout. Et elle dit quelque chose, je lui dis, elle a dit quoi ? Et la personne me dit, elle a dit qu'elle t'aime pas. Et je lui dis, mais c'est-à-dire, elle m'aime pas. Elle a dit qu'elle aime pas les hommes. Et je lui dis, ok, c'est quoi son histoire ? Et il me dit, en fait, ils l'ont récupérée parce que c'est une jeune fille qui était dans la rue, qui a été violée, etc., etc. Et là, c'est là que je comprends, en fait. Pour elle, un homme, c'est une menace, en fait. Je comprends que dans ses yeux d'enfant, quand elle me dit ça, c'est cette détresse, en fait, c'est cette souffrance, ces atrocités qu'elle a pu subir. Et c'est sa manière, elle, de l'exprimer en te disant « je t'aime pas et j'aime pas les hommes ». Et après, il me dit, et regarde là-bas, il y a un bébé là-bas de 3 mois. Il me dit, c'est sa fille. Et je me dis, putain, waouh. Je suis dans un centre qui héberge des enfants des rues, et il y a une gamine de 12 ans, et dans ce centre, il y a sa fille de 3 mois. Tu te dis, mais dans quel monde on vit, en fait ? Dans quel monde on vit, en fait ? C'est quoi ces atrocités, en fait ? C'est quoi ces... Et franchement, et à ce moment-là, je me suis effondré. J'ai pleuré parce que il y a des fois, t'es tellement révolté, en fait, parce que tu vois, ces enfants-là, ils n'ont rien demandé à personne. Et ils se retrouvent dans cette situation. Tu te dis non, c'est révoltant, en fait. Et à ce moment-là, t'as envie de tout brûler, t'as envie de tout... Mais en tout cas, notre mission, c'est d'être aux côtés de ce centre. Ce centre s'appelle Lido, à Dhaka, au Bangladesh. Et encore, il n'y a pas très longtemps, on a des créatrices de contenu qui sont parties le visiter. Et elles ont été également touchées. Hafsa et Safia, qu'on grimpé l'Everest et pour motiver leur communauté, ils ont fait une cagnotte pour Life. Ils ont récolté 25 000 euros et ensuite ils ont été visiter nos projets au Bangladesh et ils sont partis voir ce centre-là et aujourd'hui ils veulent devenir les marraines les parrains de ce centre. Et tu vois, ce centre, il y a plein d'histoires comme ça singulières, je pourrais te raconter pendant des heures. Sûr. Des choses sur lesquelles Life agit au quotidien grâce à vous, les donateurs, grâce aux gens qui nous portent, qui portent nos actions et qui, un temps soit peu, essayons d'améliorer les conditions de ces enfants, de ces mamans, de ces personnes âgées, de ces réfugiés sur la planète. Et pour s'investir dans des associations ou des ONG, de manière bénévole ou en tant que salarié, c'est quoi les compétences à avoir ou les qualités ? Je vais le faire en 2 volets. Aujourd'hui, quand quelqu'un voit un petit peu parcours humanitaire, etc., tout le monde a envie d'agir, tout le monde a envie de faire des maraudes, etc. Moi, je dis que la meilleure manière de commencer dans l'humanitaire, c'est commencer par les associations locales qu'il y a autour de chez vous. Commencez à mettre la patte,
mettre la main, porter des cartons. Moi, j'ai porté des cartons chez Life au départ. J'étais un bénévole, je venais avec ma voiture et je transportais des cartons pour des maraudes, pour des distributions, etc., etc. Avant d'atteindre de ne mettre d'autres compétences que j'ai au service de Life. Donc, agissez à côté de chez vous. Il y a plein d'associations qui ont besoin, des associations d'aide aux devoirs pour les enfants, faire des maraudes, aider les sans-abri, aller dans des maisons de retraite, aller voir des enfants handicapés. Il y a plein, c'est pas ce qui manque. Mais le Graal, c'est vrai que les gens dans leur tête, c'est le voyage humanitaire. Et ensuite, n'importe qui peut, au travers de ses expériences, avoir une vocation et se lancer dans l'humanitaire. Après, tiens, à Créteil, il y a des masters en droit comment on appelle ça ? Master en gestion des organisations humanitaires, des projets humanitaires, etc. Donc, il y a des études à faire dans ce domaine-là. Mais en même temps, dans une association, il n'y a pas besoin que de ça non plus. On a besoin de vidéastes, on a besoin de développeurs, on a besoin de designers, on a besoin de chefs de projet. D'ailleurs, la plupart des gens qui rentrent chez Life, dans l'ADN de Life, et comment nous, Life, on l'a conçu, c'est qu'en général, on aime bien prendre des gens qui sont un petit peu dans différents secteurs et qui collent avec un petit peu Par exemple, Mohamedou, mon directeur des programmes, directeur des opérations chez Life, qui gère tous les pays et qui a une dizaine de personnes sous sa responsabilité, qui gère toutes les missions à travers le monde. Bah lui, à l'origine, il a fait une école d'ingénieur, il a travaillé ici en France, il est rentré au Sénégal, il a bossé dans une entreprise d'électrification des campagnes, et ensuite, il avait envie de donner du sens à sa vie lui aussi, et c'est comme ça que le lien s'est fait avec Life, et aujourd'hui, il n'avait pas de formation initiale en humanitaire, mais il avait une gestion de projet dans l'électrification des campagnes. En fait, tu remplaces l'électrification des campagnes par assainissement et eau et forage, et en fait, tu te rends compte que le mec, il a une compétence de fou, c'est qu'il connaît le terrain, il sait comment ça se passe, et il fait la même chose avec l'eau et l'assainissement chez Life, alors qu'il pourrait le faire avec l'électricité. Tu vois le parallèle un petit peu ? Bien sûr. Ouais. Prendre sa compétence et la mettre en avant pour faire du bien autour de soi. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette ONG et à toi également ? Moi, franchement, je te l'ai dit tout à l'heure, si on pouvait souhaiter quelque chose à cette ONG, c'est qu'elle disparaisse un jour. Ouais. C'est qu'elle soit vouée à disparaître. Mais en réalité, la chose qu'on peut souhaiter, c'est dans ce monde de brutes, dans ce monde de guerre, dans ce monde d'injustice, où que ce soit les scandales, que ce soit les etc., etc. Moi, quelque chose qui nous porte actuellement là aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on disparaîtra pas, parce qu'il y a encore besoin de plein d'ONG et il y a de la place pour tout le monde, etc. C'est souhaiter à la vie, à l'amour. C'est un peu le nouveau slogan de Life. Derrière toutes nos actions, c'est d'incarner un petit peu cet amour qu'on veut transmettre à travers le don, parce que le don, c'est une preuve d'amour. Quand quelqu'un il prend de son argent pour te le confier à des gens qui sont à des milliers de kilomètres ou de l'autre côté du périph', etc., c'est une preuve d'amour, en fait, de ces donateurs-là. Merci beaucoup, Tarek, d'avoir répondu présent pour cette discussion qui était hyper intéressante, hyper pertinente, parce que lorsqu'on parle d'ONG, moi, je savais pas trop comment ça se passait, même de l'intérieur, ce que vous faites et tout, donc c'est génial. Merci beaucoup, Tarek. Merci à toi, Mathias. Merci pour l'invitation. Et j'espère, toi aussi, je te souhaite le meilleur. Et le meilleur est à venir. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bien évidemment dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très vite.